Alors je vais demander peut-être tout de suite à Gilbert Chabot de bien vouloir prendre la parole et faire part de son expérience. Je vais essayer de vous relater un peu toute notre aventure, parce que notre aventure de notre commune est liée avec l'école. Donc je suis obligé de parler des deux. Donc je suis arrivé à la mairie de Saint-Pierre-de-Frugy, petite commune de campagne qui avait 360 habitants à l'époque. Il n'y avait pas d'école, elle était fermée depuis l'année d'avant. Il n'y avait aucun commerce et il n'y avait absolument rien, aucune vie dans le village. Par contre, on avait des charges. L'agent affecté à l'école existait toujours et elle ne voulait rien faire d'autre que ce qu'elle est à l'école. Donc pour la recaser, il a fallu 3 ans. Je vous passe les péripéties. Ça a coûté 80 000 euros qui n'ont jamais été compensés pour une petite commune avec un petit budget. Je vous dis, je l'ai encore... je ne l'ai pas encore mis à perte et profit. J'y pense encore. Donc, comme il n'y avait plus de commerce, plus de restaurants, pas d'école, le village était absolument désert. On avait une mairie qui était toute petite avec un hygiaphone et on a décidé, puisque le maire d'avant avait fait déjà les plans, de transformer cette petite salle en une mairie où on pouvait accueillir les gens de la commune. Voilà. Donc on a d'abord travaillé que faire pour que les gens viennent nous voir. On pensait bien à l'école déjà, mais il fallait passer par d'autres étapes. Donc on a travaillé sur l'attractivité et la qualité de vie, en restaurant le petit patrimoine, les croix, les calvaires, les chapelles, l'église. On a tout retapé ce qu'on pouvait, et l'ouverture des chemins de randonnée. Et surtout, on a mis en place une gestion écologique des espaces communaux. Ça a l'air tout simple, ce que je vous dis, mais on avait arrêté à l'époque, c'était en 2009, tous les intrants, le fauchage raisonné, enfin toutes les choses qui paraissent anodines maintenant, on les a mis en place à cette époque-là. Dès 2010, nous avions à peu près 28 enfants qui pouvaient aller à l'école, et nous avons entrepris les démarches de faire ouvrir l'école. Donc des courriers à l'Éducation nationale, à la direction départementale de l'Éducation nationale. Tous mes collègues qui avaient encore une école à l'époque disaient qu'effectivement, un village sans école est un village sans âme. J'en convenais, mais bon. Et lorsque j'ai fait faire des réunions et tout pour essayer de la faire ouvrir, personne, bien sûr, ne m'a soutenu. Et j'ai eu un refus définitif en 2012. Donc là, la démarche est partie, c'est que décision de ne pas louper l'occasion et de trouver une solution pour faire rouvrir une école. Devant l'intérêt qui avait été suscité par nos actions en matière de cadre de vie, on avait décidé de l'élargir pour attirer encore un peu plus. Donc on a entrepris une démarche globale sur l'écologie, bien sûr, l'économique, le social, l'éducatif, le culturel et le touristique. Donc nous avons créé une boutique bio, nous avons réouvert un restaurant bio aussi, un restaurant bio, la boutique bio. Nous n'avions pas, moi je n'avais aucune connaissance des méthodes alternatives. Donc je me suis commencé à m'intéresser sur Internet, en rencontrant des gens, et on a pensé que la méthode Montessori était proche de ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire proche de la nature, etc., etc. Donc nous avons fait des réunions publiques pour annoncer que nous allions certainement nous mettre en démarche pour ouvrir une école. Alors je vous passe les détails, mais j'avais devant moi 70 à 80 personnes complètement hostiles, dont la moitié étaient des enseignants de toute la région, que j'allais mettre le feu dans la région, que j'allais mettre les écoles en difficulté, que je ne respectais personne, enfin, etc., etc. Je sais pas, il a fallu être solide, mais j'ai quand même tenu bon. Et la chance m'a souri, j'ai rencontré 2 personnes qui avaient pratiqué la pédagogie Montessori, et je leur ai fait offre de service. Elles avaient été refusées partout. Elles avaient été dans des écoles dans des villes un peu plus grosses que la nôtre. Elles avaient eu faim de non-recevoir. Et moi, je leur ai ouvert les bras, je peux vous le dire, avec beaucoup de plaisir. Sauf que, entre-temps, l'école que nous avions avait été transformée, je l'avais transformée en gîte de groupe. Donc,
Et au moment de réaliser les choses, on se rend compte qu'on n'avait plus de bâtiment. Donc transformation d'une maison d'habitation, dont la personne nous venait nous donner le congé, en école. Donc là, c'est les cantonniers qui s'y sont mis. Donc pour la mettre aux normes, pour qu'elle puisse être acceptée par l'enseignement, par l'éducation. Et on a entrepris les démarches, parce que je n'ai pas été simplement facilitateur, c'est-à-dire que le maire est obligé à peu près de tout faire, surtout dans un petit village comme le nôtre, quoi. Donc, je ne vous dis pas, les courriers, les déclarations d'intention, l'information déclaration d'intention à la DSDEN, demande à la sous-préfecture, signature de bail, parce qu'il fallait que le bail corresponde au prix du marché, donc le même bail pour l'école que pour l'habitant qui précédait, et validation par le tribunal de la grande instance, enfin voilà tous les détails. Donc on a tout franchi avec succès, et tenue du registre d'ouverture des écoles de premier degré, pardon. Et donc on a pu ouvrir l'école avec une association qui a été créée en même temps et avec laquelle on a beaucoup aidé à faire des lotos, des vides-greniers, des donations, des financements participatifs de façon à pouvoir assurer un salaire aux enseignants. Il y en avait 2 à l'époque. On a eu la chance d'avoir un peu de médiation. On a eu la télévision. On a eu un envoyé spécial qui était venu, pas pour l'école, était venu pour le village, pour notre gestion écologique. La presse, participation de l'école aux journées de la transition. On avait fait les journées de la transition. Donc là aussi, on a eu un éclairage assez impressionnant. Donc on a pu ouvrir. Donc la première année, ce n'était pas un succès du tout. Hein. On avait 10 inscriptions et 7 qui ont fait l'école. La deuxième année, on en a eu 15, ensuite 20, 25. Alors pourquoi 25 maintenant? Parce que les locaux sont trop petits, on a cassé toutes les cloisons du logement où il était. Le garage a été transformé en salle de motricité, enfin je vais vous en passer des meilleurs. Donc on est à 25 élèves. Pourquoi cette attractivité chez nous? C'est que la commune fait partie... s'implique beaucoup dans le programme. C'est-à-dire que, par exemple, on a mis en place un poulailler, on a mis en place des composteurs, le tri sélectif, on a la participation, nous on est en avance un peu sur la commune la nuit, donc on a impliqué les élèves dans la commune la nuit, c'est-à-dire l'inventaire des espèces nocturnes, etc., etc. On a un rucher, donc les élèves participent au rucher. On a un intervenant pour la musique, pour le chant, pour la poterie, des visites de producteurs et artisans locaux, des sorties à pied autour de l'étang et de la forêt, des ateliers de connaissance de soi par une consultante en éducation et relations humaines, de relaxation au yoga tous les matins 15 minutes, une salle de recentrage, participation des enfants à l'école au conseil de classe, école du cirque. Voilà. On a créé une cantine bio, puisque tout est bio chez nous, donc la cantine est bio. Dire que normalement, ce sont les enfants qui amènent leur repas. Mais là, on a préféré, parce qu'il fallait que tout le monde ait accès à cette cantine. Donc ça nous a permis de tirer des prix. Et par contre, les enfants dressent la table, débarrassent la table. C'est comme dans toute la pédagogie Montessori, que vous connaissez certainement mieux que moi. Donc je vous ai parlé de l'effectif. Toutes les éducatrices, maintenant elles sont 4, ont la pédagogie Montessori, toutes de 3 à 6 ans et 2 de 6 à 11 ans. Cet effectif pourrait être beaucoup plus important si le local l'avait permis. Donc nous avons décidé, et c'est voté, ça va être fait, pour le 1er septembre 2021, on va doubler la surface de l'école, mais avec les moyens de l'école, avec nos moyens à nous, puisqu'on n'a jamais d'aide dans ce domaine. Hein. Donc la capacité va être portée à 35 élèves, sachant qu'aujourd'hui, il y avait, hier, enfin avant de partir, j'avais 52 demandes déjà. En 2019, nous avons ouvert un collège alternatif qui a accueilli 12 élèves, le premier niveau en 6e, mais qui a subi la crise sanitaire et surtout le manque de locaux. Nous n'avons pas de locaux vraiment. Donc on l'a mis en sommeil et j'ai passé un accord avec la mairie, la petite commune d'à côté avec qui je m'entends bien. Donc, et que son école est fermée aussi. Donc l'ouverture du collège aura lieu dans la petite commune d'à côté. Et pour finir, la crèche sera ouverte pour la rentrée prochaine. Je peux vous dire les incidences quand même que ça a donné sur la commune. De 360 habitants, on est à plus de 500
en 3 ans. Hein. Nouvelles installations, bon, d'une école, un restaurant, une boutique, un boulanger, 3 maraîchers, un kiné, une ostéopathe, un médecin généraliste qui arrive, une naturopathe, une savonnerie, un fabricant de produits cosmétiques. Les activités que l'on propose, c'est yoga, le flying yoga, le pilates, le wing chun, la musique, le tiers-lieu. Il y a une école de musique, carrément une école de musique. Hein. Un tiers-lieu, un hyper-café, un festival de musique qui accueille les plus grands interprètes français hein, sur musique classique. Un tissu associatif très dense. Il y a 4 associations historiques. On a démarré un projet d'écolotissement pour 14 parcelles supplémentaires dans lequel il y aura une maison médicale, puisque maintenant on aura le truc. On est labellisé 3 fleurs et 3 étoiles, puisque c'est pour le village étoilé, et territoire bio-engagé. Voilà à peu près les conséquences. Donc, je mêle l'histoire du village avec celle de l'école parce que je pense qu'elles sont intimement liées. L'attractivité a fait que l'école, on a pu l'installer et puis attirer des nouveaux arrivants. Et il faut dire qu'on n'a plus rien à vendre. Hein. Tout est vendu, toutes les parcelles, toutes les maisons ont été réhabilitées. Et j'ai entendu quelqu'un qui le disait avant nous, dans le cadre du PLU, il ne faut pas rêver, on n'aura rien. Donc, le dernier lotissement qu'on va faire, c'est ces 14 maisons, puisque c'est le dernier espace constructif que l'on ait. Voilà, mais voilà, ça va être fait comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de ce témoignage vraiment très, très fort, où on voit que c'est en tout, effectivement, et non pas une approche en silo en matière d'éducation. Alors, nous avons le plaisir maintenant de pouvoir écouter à distance Marcel Chaud, ensuite nous reviendrons avec l'adjoint de Gilbert Chabot, et nous aurons ensuite l'intervention de Monsieur le chancelier de l'Institut de France. Donc, c'est à vous, Monsieur le maire. Bonjour à tous, merci de l'invitation. L'histoire de Buis-Saint-Vincent, elle date un tout petit peu, parce que c'est passé dans les années 2010 et 2013. Donc, à cette époque-là, il y avait des réductions drastiques du nombre de postes d'enseignants, et Buis-Saint-Vincent s'est trouvé dans la situation où on fermait un poste d'enseignant sur la commune de Buis-Saint-Vincent. Donc, Buis-Saint-Vincent est une station de ski située à proximité immédiate du parc national des Écrins. Elle s'étage sur deux niveaux, 1400 et 1800 mètres. Donc, si vous voulez, l'hiver, il y a beaucoup de neige, les dépassements sont difficiles. Et la fermeture de ce poste entraînait inévitablement la fermeture de l'école maternelle. Donc, aller demander à des enfants de faire des kilomètres dans la neige, dans des conditions extraordinaires, c'était quand même impensable. Donc, on s'est trouvé dans cette situation-là. Alors, que faire? Bon, évidemment, on fait comme tout le monde, on commence par faire grève, on va essayer de prendre en otage l'inspecteur d'académie, mais ça ne sert à rien, on perd son temps. Donc là, la solution, après beaucoup de réflexions et d'études de situation qui s'était passée sur la France, il a été décidé que la commune remplacerait l'éducation nationale qui était défaillante sur le territoire. Donc la commune s'est engagée à recruter une enseignante et de continuer à maintenir l'école. Donc évidemment, le recrutement d'une enseignante coûte, et donc il fallait faire un choix à un moment déterminé. Et le choix que la commune a fait, c'était l'école d'abord. Parce qu'il fallait d'abord protéger les enfants, il fallait faire en sorte que l'école continue à vivre, parce que l'école, comme tout le monde l'a dit, c'est le cœur du village, c'est le poumon, c'est ce qui fait vivre un village. S'il n'y a pas d'école, il n'y a plus rien. Donc la décision a été prise. Donc pendant 3 ans, on a effectivement recruté une enseignante aux frais de la commune. On a eu de la chance d'avoir une enseignante qui était déjà l'enseignante de l'enseignement public, qui a bien voulu se mettre en disponibilité pendant cette période-là. Donc voilà, et en 2013, le nombre d'enfants augmentant légèrement, et la politique nationale au niveau des écoles étant un petit peu modifiée, on a récupéré le 2e poste, et depuis, Buis-Saint-Vincent continue à fonctionner avec ces 2 postes, un poste pour l'école primaire et un poste pour l'école maternelle. Donc voilà un petit peu l'expérience de Buis-Saint-Vincent dans ce domaine-là.
Et au niveau juridique, ça ne posait pas de problème que la commune rémunère directement les enseignants? Écoutez, on a fait en sorte que ce soit... D'abord, l'école est obligatoire qu'à partir de 6 ans, je crois, hein, à partir du CP. Donc nous, c'était l'école maternelle. Donc comme ce n'était pas obligatoire, on n'a pas eu de la part de la préfecture de refus de cette situation-là. Merci beaucoup. Alors, une brève intervention avant de passer la parole à Monsieur le Chancelier, donc à Stéphane Fayolle, en complément donc, de l'intervention tout à l'heure de Gilbert Chabot. Ce que M. Chabot n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que nous sommes au bout du département de la Dordogne, à la limite de la Haute-Vienne, hein, donc c'est un petit centre-ouest de France. Et nous nous connaissons puisque M. Darcos a été maire de Périgueux et ça a été aussi par un malheureux concours de circonstances, mais c'est comme cela, le ministre qui a acté la fermeture de notre école primaire, alors même que mon papa était maire de la commune depuis 40 ans et venait d'avoir un AVC qu'il avait invalidé, donc il n'a pas pu se battre comme il aurait voulu, mais... au nom de cette logique qu'on a évoquée plusieurs fois, de cette grosse machine, cette logique arithmétique et pas seulement, les dés étaient joués, donc voilà, c'était trop tard. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Ce pour dire que nous n'avons à Saint-Pierre rien contre l'école de la République. Nous considérons que notre école est une école dans la République et nous sommes très attachés à l'école en tant qu'institution. Pourquoi? Parce que c'est là où un certain nombre d'enfants issus de tous les milieux de la commune viennent se retrouver. Nous avons eu la chance, grâce à l'association qui a géré cette école Montessori, d'avoir des tarifs extrêmement abordables qui font que ce n'est pas une école qui est une école, on va dire, privée et élitiste. Non, c'est une école qui est partagée par tout le monde. Et qui a obtenu tout ce que nous voulions en termes de résultats, à savoir redonner des babillages et de la vie dans le village, et ça c'était indispensable parce que tout autour on a vu se recréer toute une économie et des familles venir s'installer bien avant effectivement que l'épidémie, la pandémie de Covid ne vienne nous frapper, mais ça n'a cessé de s'accélérer. Effectivement, si vous avez des idées aujourd'hui pour que tel Obélix, on puisse planter des glands qui fassent pousser des maisons, ça nous intéresserait beaucoup puisque notre immobilier a été pris d'assaut, on n'a plus une seule place pour accueillir, mais par contre on a beaucoup de demandes encore, donc nous sommes preneurs avant de sortir de toute carte de visite qui peut nous aider dans ce domaine. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le système d'intégration. C'est que notre école, dite école Montessori, les enfants qui en sortent rejoignent le collège public de la République sans aucun problème. C'est-à-dire que, je dirais même plus, qu'ils sont plutôt mieux positionnés à l'entrée en 6e que d'autres enfants ayant été mieux accompagnés. Cette école, elle a repris le meilleur de ce que notre école de République, que j'ai fréquentée moi petit dans le village, avait, c'est-à-dire c'était une petite école avec un petit effectif où effectivement la proximité de l'enseignant, de l'enfant, de ses spécificités avait pu être préservée malgré l'espèce de monolithe qui tombait qu'on appelle le programme depuis en haut. Il y a toujours des programmes et il y a avec Montessori effectivement cette façon de s'occuper des enfants au plus proche. Donc c'est vraiment une complémentarité tout à fait intelligente qui a pu être mise en place, ce qui explique ce succès, ce qui explique effectivement que ça ait fonctionné aussi avec l'intégration dans les cycles supérieurs. Mais nous avons et nous devons toujours faire face à plusieurs choses. D'abord, il y a encore quelques grognards qui n'ont pas compris que c'est pas nous qui avons mis l'école de la République dehors, c'est l'école de la République qui est partie. Donc ça, c'est déjà un vrai souci. Ils sont restés sur des principes. Hein. Alors les grands principes et les grands sentiments, comme disait Béard, c'est formidable, mais pas que. Et ça ne nous aide pas à vivre. Donc nous, on est très pragmatiques et on essaie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une chose. Et puis, on a eu cette obsession du privé. On est au pays de Chacou-Croquant. Ce n'est pas des trucs qui fonctionnent généralement très bien, en tous les cas moins que dans la Vendée qui s'est exprimée tout à l'heure, où c'est une tradition beaucoup plus ancienne. Donc ce pourquoi il a fallu vraiment marcher sur des œufs, il faut encore, et ce d'autant, et pour terminer cela, je dirais que ce d'autant que sans toutes les aides locales dont nous avons bénéficié, tous les concours privés dont nous continuons à bénéficier, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas de capacité à rémunérer l'équipe enseignante,
qui se rémunèrent très peu d'ailleurs, et ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, et nous n'avons aucune aide de qui que ce soit. Et nous sommes aujourd'hui priés, là les autorités se boucheront les oreilles, mais chaque fois que nous aidons un petit peu, de trouver des subterfuges délicats pour que nous ne soyons pas accusés de financer une organisation privée. Voilà, donc le bâtiment, c'est un bâtiment dit communal, dont on fait l'extension, ce n'est pas une école, n'est-ce pas ? Oh, surprise, il habite une école, mais ce n'est pas une école. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'on vit dans une espèce de système d'une hypocrisie majuscule, ce qui fait que ce type de débat que l'on est en train de partager aujourd'hui fait du bien, parce que ça permet d'exprimer des choses et ça permet d'ouvrir un petit peu le spectre. Ce n'est pas une évidence. Notre premier intervenant nous a dit, contrairement à Mme Delsol, je crois que les choses peuvent changer assez rapidement, on peut renverser la table. Eh bien, il y a 10 jours, nous étions en compagnie de Monsieur le Préfet qui est venu avec brio, comme savent le faire beaucoup d'énarques, nous expliquer la réglementation. Je peux vous assurer que dans la salle, nous étions une trentaine à l'écouter et que sur les 30 qui l'écoutaient, ça donnait « il a bientôt fini, de toute façon, on ne croit pas un mot de ce qu'il dit ». Donc il y a toujours une véritable rupture, césure entre une élite qui pense et qui descend à la verticale et une vie sur le terrain, pratique, qui a besoin d'eux et qui ne comprend toujours pas et qui d'ailleurs maintenant, on klaxonne, on passe et puis de toute façon chacun vit ce qu'il a eu de son côté dans la pénibilité malheureusement en ce qui nous concerne. Mais dans l'espoir puisque vous voyez c'est un succès, donc pourvu que ça dure.